Alors, je salue en premier lieu les membres du conseil d'administration qui sont ici présents, représentés par notre président du conseil, Guy Belleau, Sylvain Blais, membre du conseil, Joanne Fournier, également membre du conseil. On a aussi tous les employés de l'Institut national des mines qui sont ici avec nous aujourd'hui. Karine Lacroix, Noémie Bérubé, Fatah Imoun, Geoffrey Vaillancourt et Lynn Bisson, qui sont quelque part cachés dans un coin. Hein? Oui, tout le monde est là. Alors, ils sont tous venus ici pour m'épauler pour cette dernière présentation qui, j'espère, va sonner un peu comme un party de Noël, parce que je regarde la décoration, on est dans quelques jours de Noël, ça c'est intéressant. Même si le sujet est un peu ardu, hein, c'est le secteur des mines et les compétences à l'ère du numérique. Alors, c'est un projet quand même qu'on a réalisé avec des partenaires importants pour nous, avec l'Association minière du Québec, le CSMO Mines, et également avec la collaboration du CEFRIO, qui est une organisation de recherche bien connue au Québec pour ses compétences, ses capacités d'intervenir dans le domaine des compétences. Alors, sans plus tarder, d'entrée de jeu, je voulais signaler quelques enjeux. Hein. Dans quel contexte ça se présente, cette conférence d'aujourd'hui? Bien, les enjeux sont ceux qui sont liés au marché du travail, et pas seulement liés au marché du travail minier, c'est l'ensemble du secteur du milieu du travail au Québec qui est associé aujourd'hui à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, à la robotisation, le traitement des données massives, l'Internet des objets, qui sont toutes des technologies maintenant qui ont atteint une maturité et qu'on trouve facilement, qu'on peut acheter et être intégrées dans nos organisations. Et ça, c'est assez facile à acheter. Mais par contre, les compétences numériques des employés qui sont déterminantes pour assurer le succès de la transformation technologique, celles-là, on ne peut pas les acheter en entreprise. Et pourtant, il faut savoir qu'une lacune de compétences, ça peut perturber ou même compromettre complètement une transformation numérique. Donc, c'est pour ça que l'Institut a voulu, là, dans un premier temps, aujourd'hui, arriver avec un portrait des compétences numériques du personnel minier. On a une idée de ces compétences-là, on se fait une idée, mais on voulait avoir un portrait. Parce que l'accent, le défi, c'est d'améliorer le capital humain. Et donc, on a d'abord, dans un premier temps, demandé aux gens, on a essayé d'établir la perception que les travailleurs du domaine des mines ont de leurs propres compétences numériques. Puis on a confronté ça à une analyse plus chiffrée pour vérifier si la perception était conforme à la réalité. Et déjà, d'entrée de jeu, je peux vous mentionner tout de suite là, que le personnel du secteur minier juge avoir actuellement toutes les compétences nécessaires pour utiliser les technologies qui sont mises à sa disposition en contexte de travail et qui sont également intéressés à avoir davantage de formation en lien avec des nouvelles avancées technologiques. Donc, c'est très positif, là, la perception qui se dégage de ça. Un premier portrait des compétences numériques. Donc, vous voyez, là, on le mentionne ici à nouveau, un intérêt réel à utiliser de nouveaux outils numériques. Et un élément qui ressort aussi très rapidement, puis on va y revenir plus loin, là, je vais vous donner ça plus en détail, mais le niveau de scolarité. Le niveau de scolarité a un impact sur la maîtrise des compétences numériques, un impact important. Et qui sont les gens qui ont le plus grand intérêt à suivre davantage de cours spécifiques à l'utilisation des technologies? Bien, c'est les contremaîtres, les chefs d'équipe, les superviseurs de plus haut niveau. Ça ressort de façon comme le nez au milieu de la figure de quelqu'un qui a un gros nez dans les questionnaires que les travailleurs des mines ont remplis. Et ça revient également dans les entrevues qu'on fait avec les dirigeants de mines pour vérifier quelles sont leurs perceptions de cette réalité-là. Alors, je vais vous donner quelques informations sur la méthodologie d'enquête. C'est un échantillonnage. Je vais vous convaincre, en fait, que notre échantillonnage est représentatif de l'ensemble du Québec minier. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez entendu un chiffre tout à l'heure, plus de 800 répondants. En fait, on a eu 935 questionnaires complets qui ont été intégrés à notre banque de données. Et ça signifie qu'on a reçu plus de 1000 questionnaires on a rejeté ceux qui n'étaient pas complets. Les 2 tiers de ces questionnaires-là nous sont parvenus par le web et 1 tiers sous format papier. Et c'est Geoffrey Vaillancourt, là, essentiellement, qui a saisi chacun de ces questionnaires-là, un par un, pour l'intégrer à la base de données. La collecte d'informations a eu lieu à l'été et à l'automne 2018.
On était très, très contents de la réponse. Parce que ce qu'on visait au départ, on a eu 935 questionnaires complets, mais on visait 600 questionnaires. Ce qu'on souhaitait recueillir, c'est 600 réponses. On en a eu 935. Donc, on est vraiment très, très contents de ça. La répartition par région est important pour nous également que ça soit représentatif des régions minières du Québec. 51 des répondants proviennent de l'Abitibi-Témiscamingue. On en a 33 du nord du Québec, 16 de la région de la Côte-Nord. Donc, tout à fait représentatif. Quel est maintenant le profil des répondants? J'ai mentionné tout à l'heure la scolarité, qui est un élément important là, qui colore un peu des résultats. Il y a aussi l'âge des répondants qui colore les résultats. Alors, quel est le profil de ces répondants-là? 76 c'est des hommes, 23 c'est des femmes. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, parmi les hommes qui ont répondu au sondage, il y en a 31 qui sont des opérateurs, des travailleurs manuels. Et il y en a 23 qui détiennent un diplôme universitaire. Chez les femmes, c'est à peu près un quart de nos répondants qui sont des femmes. 75 travaillent dans des bureaux et 48 détiennent un diplôme universitaire. Elles sont 2 fois plus nombreuses à détenir des diplômes universitaires et elles ont un travail davantage de bureau que de terrain. Et ça, c'est important de le noter parce que ça colore les résultats qu'on va décrire plus en détail par la suite. 76 plus 26, ça ne fait pas 100. Il y en a sûrement qui s'en sont aperçus. Il y a 1 des gens qui ont préféré ne pas répondre à la question, pour des raisons qui leur appartiennent. On respecte ici. Répartition par catégorie d'emploi. Alors, tout répondant confondu, homme-femme confondu, c'est encore là, le total n'est pas de 100 il y a 3 qui ont préféré ne pas répondre, mais c'est 8 des gestionnaires, du personnel de bureau, c'est 12 des chefs d'équipe, 14 des opérateurs travailleurs manuels, je l'ai mentionné tantôt, puis professionnels et techniciens, 32 Donc, la répartition par catégorie d'emploi, c'est ce que ça donne. Nous autres, on était surtout intéressés à déterminer qui travaillait dans les bureaux, qui travaillait sur le terrain et qui travaillait plutôt dans les usines de traitement de minerais. Et la répartition, vous ne voyez pas les chiffres au tableau, là, mais c'est à peu près plus de 40 qui travaillent dans les bureaux et sur le terrain, puis environ 16 qui sont des travailleurs des usines de traitement de minerais. On sait qu'ils sont moins nombreux à travailler dans les usines de traitement, qui sont d'ailleurs la partie la plus automatisée aujourd'hui des installations minières. La répartition selon l'âge, encore là une série de chiffres. C'est un chiffre, mais ça ne sera pas comme ça jusqu'à la fin. Je vous donne des chiffres au début, mais après ça, on va s'éloigner un peu des chiffres. Mais si vous regroupez les 3 premières catégories, c'est par tranche de 10 ans, sauf la première, 18 à 24, mais après, c'est par tranche de 10 ans. Mais en bas de 44 ans, là, vous regroupez 65 des travailleurs miniers dans cette braquette-là. Et au-dessus de 45 ans, c'est comme une limite, ça. 45 ans, c'est un peu comme une limite, là. En bas de ça, vous allez voir les résultats de nos questions sur les compétences numériques vont dans un sens. Puis à plus de 45 ans, c'est curieux, mais on s'en va dans une autre direction. C'est pas tout à fait pareil. Donc, il y a vraiment comme un clivage qui se fait à ce niveau-là. On a aussi la répartition de tous nos répondants par nombre d'années d'ancienneté. Et encore là, vous voyez qu'il y a 60 des répondants qui ont moins de 10 ans et moins d'expérience, 27 plus 33. Là. On est à 60 des employés des mines qui ont répondu à notre sondage, qui ont moins de 10 ans et moins d'ancienneté. Alors, on a aussi la répartition pour syndiqués et non syndiqués, mais je vous en ai fait grâce. Je n'ai pas mentionné, j'ai pas fait de diapo pour celle-là. Finalement, une information qui me semble très importante, c'est la répartition selon le niveau de scolarité. C'est à peu près le même chiffre pour les 3 niveaux de la formation professionnelle, la formation collégiale, la formation universitaire. On tourne autour de 30 dans les 3 cas, pour un grand total de tout près de 90 des gens qui travaillent dans les mines aujourd'hui qui ont un diplôme en lien direct avec le travail qu'ils font dans la mine. C'est très intéressant et encourageant, ça, pour l'Institut national des mines. On a fait une première démarche en 2013 pour évaluer la quantité. Quelle était la question qu'on posait à ce moment-là, c'est quel est le diplôme d'entrée que vous exigez pour obtenir un emploi dans la mine. Puis, on a eu plusieurs réponses qui disaient qu'on n'exigeait pas vraiment de diplôme d'entrée. En 2016, on avait fait l'exercice, puis on a vu que ça s'était resserré sensiblement.
Et là, aujourd'hui, on arrive avec des chiffres qui disent que 11% des gens qui ont répondu à notre sondage qui n'ont pas de diplôme professionnel, technique ou universitaire. Un certain nombre d'entre eux ont des diplômes d'études secondaires, par contre. Donc, c'est des répondants, c'est pas le portrait global, là, mais c'est des gens qui ont décidé de répondre, qui ont fait le choix de répondre à notre sondage, mais c'est quand même très encourageant de voir ça, que la diplomation est valorisée dans l'industrie minière. Maintenant, on arrive un peu au cœur de notre sujet, l'usage des technologies. Premier constat que j'espère va être encourageant pour tout le monde, c'est que les compétences du personnel sont actuellement sous-utilisées par l'industrie minière. C'est quand même... Et sur quoi on se base pour dire ça? Bien, on se base sur la diapo suivante. On leur a demandé, utilisez-vous les appareils suivants, téléphone intelligent, tablette, ordinateur. Êtes-vous amateur de jeux vidéo et au travail, utilisez-vous des engins télécommandés? Agenda électronique, outils et là, on voulait savoir quelle était la proportion de gens qui utilisaient ces appareils-là pour un usage personnel versus un usage au travail. Et vous voyez, on a surligné ici téléphone intelligent. 94% des travailleurs miniers qui ont répondu au sondage disposent d'un téléphone intelligent. C'est 18% de plus que la moyenne au Québec, déjà. Mais au travail, il y en a seulement la moitié qui l'utilisent au travail. Ils savent utiliser ça. Puis en contexte de travail, c'est un outil qui devient un outil diagnostique. Ça permet de poser un diagnostic, ça permet de maintenir des communications avec son supérieur. C'est un outil d'aide à la décision important. Dans une usine automatisée, un téléphone intelligent, et les gens, ils savent comment l'utiliser. C'est juste qu'on ne leur donne pas encore l'occasion de l'utiliser en contexte de travail. Les jeux vidéo, c'est intéressant aussi. 50% des travailleurs miniers sont des amateurs de jeux vidéo. Là. Des Super Mario Bros. Puis l'autre, le plus moderne, là, dont je ne me souviens plus du nom, que je vais essayer de me souvenir, que vos enfants téléchargent gratuitement sur Internet, puis pour lesquels ils vous demandent après ça des cadeaux en argent pour pouvoir acheter des outils qui leur permettent de... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Fortnite, c'est ça. Bien, continuez à les encourager à jouer à Fortnite. C'est une bonne idée, ça développe leurs compétences qu'ils vont avoir besoin pour travailler dans la mine plus tard, pour diriger des engins télécommandés. Vous voyez la proportion quand même significative, 50% versus 2% en contexte de travail. Alors, donnez-leur, vous avez la moitié de votre personnel, dans les mines, là, dans les gens de mine aussi, là, la moitié de votre personnel sait déjà comment utiliser les engins télécommandés qu'ils n'ont pas encore. Et les tablettes numériques, bien, c'est même un peu comme un téléphone intelligent, là, un outil d'aide à la décision, et qui est également maîtrisé par bon nombre des employés actuellement. Donc, un autre constat général, c'est que, comme je vous le disais dans l'entrée, on a vérifié les perceptions et les compétences réelles, et on se rend compte que la perception du personnel est pas mal conforme à la réalité, à ce qu'on est capable de mesurer. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de niveau de compétence? On a un peu plus de la moitié des gens qui se considèrent et qu'on évalue également là, comme étant de niveau débutant et intermédiaire. Puis, pas loin de la moitié, ça s'en vient, là, il y a 44% qui se considèrent comme avancés et experts. Alors, si on creuse un petit peu dans le profil du débutant et de l'intermédiaire, il y a davantage de gens qui ont plus de 35 ans. Il y a davantage de gens qui ont une scolarité de niveau secondaire. Il y a davantage de gens qui travaillent sur le terrain, et il y a pas mal plus d'hommes que de femmes. Mais ça peut être coloré par l'échantillonnage que je mentionnais tout à l'heure. Avancés et experts, bien, c'est le contraire. 34 ans et moins, c'est les plus jeunes qui sont avancés et experts, en particulier parce qu'ils jouent à des jeux vidéo. Et aussi parce qu'ils ont les meilleurs diplômes. J'ai marqué universitaire, j'aurais pu mettre collégial, M. Blais aussi. J'aurais pu ajouter collégial. J'aurais pu le marquer. C'est des gens qui travaillent. C'est des études connues. Qui travaillent dans des bureaux et davantage de femmes. Donc, globalement, comme niveau de compétence, là, c'est à ça que ça ressemble. Donc, vous voyez tout de suite la distinction d'âge, la distinction de sexe qui apparaît là. Maintenant, si on distingue entre trois niveaux de compétences, les compétences techniques, les compétences cognitives et les compétences collaboratives, on les prend une par une. Les compétences numériques techniques,
les moins de 35 ans maîtrisent ces compétences-là pas mal mieux que la moyenne. Quand je dis mieux que la moyenne, ça veut dire que, mettons, la note qu'ils ont eue, c'est dans les 80 alors que quelqu'un de 55 ans et plus, il aurait eu une note dans les 60 Donc, il y a comme un gros décalage entre le niveau de maîtrise des compétences des gens de 35 ans et moins et des gens plus âgés. Mais pour ce qui est des compétences techniques, il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. On n'a pas vu dans les réponses que c'était coloré par le genre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétences numériques techniques? Bien, être capable de naviguer sur Internet, utiliser des logiciels courants, configurer, s'acheter un téléphone puis le configurer soi-même. Donc, ça, là, c'est ce qu'on entend par les compétences numériques. Des exemples, il y en a d'autres, mais c'est pour vous donner quelques exemples là, faciles à suivre. Et s'il y avait une piste d'action prioritaire pour améliorer les compétences numériques techniques dans les entreprises minières, bien, le personnel à cibler en priorité, c'est des contremaîtres, des opérateurs, des travailleurs manuels sous terre. C'est ceux-là qui, actuellement, là, en répondant à notre questionnaire, font ressortir que leur maîtrise de ces compétences numériques techniques sont moins bonnes que la moyenne des 935 répondants au questionnaire. Pour ce qui est des compétences numériques cognitives, je vais la décrire un peu plus loin, mais déjà vous dire qu'encore là, les moins de 35 ans là, se distinguent des gens plus vieux pour leur maîtrise de ces compétences cognitives-là, mais que cette fois-ci, les femmes maîtrisent mieux ces compétences que les hommes. Tout à l'heure, dans les compétences techniques, ça ne ressortait pas, mais ici, dans les compétences cognitives, ça ressort très, très fort. Et des exemples de ce qu'on entend par compétences numériques cognitives, c'est être capable de lire des documents à l'écran pour trouver des solutions à des problèmes de travail, créer des documents numériques de référence, donc capable de gérer ça de façon cohérente, puis capable de les retrouver par la suite quand on en a besoin, et évaluer la qualité d'une source d'information numérique. Les fameux fake news. On a entendu parler souvent des fake news, puis sur Internet, on trouve n'importe quoi, puis des choses qui sont vraies, puis d'autres qui ne sont pas vraies du tout. Alors, être capable de distinguer ça. Et qui sont les employés à cibler de façon prioritaire dans les entreprises, bien, qui auraient besoin d'augmenter ces compétences-là, bien, on retrouve encore là des opérateurs, les travailleurs manuels, aussi des techniciens sous terre qui ont répondu à cette question-là en faisant ressortir qu'ils auraient avantage à augmenter leurs compétences cognitives. Troisième volet des compétences numériques, des compétences collaboratives. Alors là, j'étais content, là, parce que moi, j'ai fait longtemps que j'ai plus de 35 ans. Et là, je voyais ici que l'écart diminue beaucoup entre les moins de 35 ans et les employés plus âgés pour ce qui est de ces compétences-là. Donc, je ne suis pas encore complètement désuet. Je peux encore me rattraper sur les compétences collaboratives. Je suis de la misère avec les précédentes. Et l'écart diminue grandement. C'est-à-dire que en termes de pourcentage, là, de toute tranche d'âge confondue, on est dans les 70 de réponse. Là, on va être dans 75, 71, mais ce n'est pas significatif. Mais encore là, dans les compétences numériques collaboratives, les femmes maîtrisent beaucoup mieux ces compétences-là que les hommes, fort probablement parce que dans leur emploi actuel, dans les bureaux, dans les tâches qu'elles occupent, avec les équipements à leur disposition, elles les utilisent plus que les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétences numériques collaboratives? Encore là, des exemples. Communiquer par courriel ou messagerie numérique, participer à une rencontre d'équipe virtuelle, travailler à plusieurs sur des documents numériques partagés. Et la piste d'action prioritaire, bien, on parle de cibler les opérateurs d'équipement et les travailleurs manuels, surtout les plus âgés, ceux qui sont un peu plus... surtout qu'en plus de 55 ans, c'est clair que, malheureusement, c'est ma tranche d'âge, mais plus de 55 ans, on aurait bien avantage à développer davantage ces compétences-là. Alors, quelques faits saillants du portrait que je vous présente aujourd'hui. Le personnel du secteur minier se perçoit de niveau intermédiaire ou avancé comme utilisateur des technologies numériques. Une excellente nouvelle. La majorité considère posséder toutes les compétences nécessaires pour utiliser les technologies actuellement mises à leur disposition. C'est donc un excellent point de départ. C'est un premier portrait. On peut penser qu'il va y en avoir d'autres qui vont se faire au fil des années et que ça va évoluer. Mais déjà, aujourd'hui, c'est un excellent point de départ. D'autres faits saillants, les plus gros utilisateurs des technologies actuellement répondent à ces trois critères-là simultanément. Alors, c'est des gens qui travaillent dans un bureau,
qui détiennent un diplôme collégial ou universitaire. M. Blais, vous voyez, collégial. Bon. Et c'est des gens qui sont âgés de moins de 54 ans. Alors, c'est les plus gros utilisateurs actuels. Autre élément à faire ressortir, la motivation du personnel à utiliser davantage d'outils numériques à la fine pointe de l'innovation est grande. Donc, ils en veulent. Fournissez-leur des outils, ils vont les utiliser. La majorité des répondants croient que les technologies augmentent leur efficacité et donc leur productivité au travail. La majorité croit aussi que les technologies améliorent la santé et la sécurité au travail. Et là, quand je mentionne la majorité, ce n'est pas 50 plus 1, là, on n'est pas dans un référendum, c'est 90 des gens. Il y a une majorité très nette, là. 90 des répondants à notre sondage estiment que les technologies augmentent l'efficacité et leur santé et sécurité au travail. Ils sont beaucoup moins nombreux à être convaincus, par contre, que les technologies éliminent des tâches routinières et répétitives. On chiffre dans les 60 de gens qui pensent que, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu encore suffisamment de technologies déployées pour leur démontrer qu'ils vont effectivement moins faire de tâches répétitives. Là, je pense aux travailleurs sous terre en particulier. Ils sont pas convaincus de ça. Il va sans doute falloir déployer davantage d'équipements pour arriver à les convaincre que les tâches répétitives vont disparaître. Est-ce qu'il y a des freins à utiliser le numérique? Oui, il y en a, mais il y en a relativement peu. C'est assez étonnant quand même qu'il y a assez peu de freins. Il y en a. Et je vais commencer avec celui-là ici, la crainte de perdre son emploi. Seulement 11 des répondants nous ont dit qu'ils craignaient les technologies, de perdre leur emploi à cause du déploiement des technologies numériques. Ça m'a étonné beaucoup parce que quand on a commencé à parler d'automatisation, de robotisation, la crainte qui était perçue et perceptible, c'est qu'on hésite à parler de ça parce qu'il va y avoir des pertes d'emploi. Et donc, ça va soulever un tollé d'inquiétude, de protestation. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est visiblement plus le cas parce que les travailleurs eux-mêmes nous disent qu'ils ne pensent pas vraiment qu'ils vont perdre leur emploi. Ce qui les inquiète beaucoup plus, 3 fois plus, c'est la crainte de perte de contact humain. Ça, on ne l'avait peut-être pas vu venir autant. Mais ça devient quelque chose, c'est un problème auquel il va falloir s'adresser. C'est certainement quelque chose sur lequel on peut porter une attention particulière. Hein, ça veut dire que maintenant, oui, je vais être en contact avec mon superviseur plusieurs fois par jour, mais ça va être par un téléphone, ça va être par une tablette, il ne sera plus à côté de moi, mon compagnon de travail va être plus loin. Alors, cette perte-là de contact humain, là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. La résistance au changement, 30 bien ça, c'est pas à cause des mines ou pas les mines, là, ou la technologie ou pas la technologie, ça n'a rien à voir. C'est simplement que la résistance à tout changement, c'est un chiffre normal quand on parle de changer quelque chose. On a toujours de la résistance de ce niveau-là. Un autre élément, par contre, qui est intéressant pour l'Institut national des mines, où on pense que l'Institut va pouvoir contribuer au cours des prochaines années pour essayer d'améliorer ça, c'est le troisième frein ici, qui est également à peu près du même ordre de grandeur que les précédents, là, le manque de temps pour s'approprier des nouveaux outils. Et ça, c'est surtout les contremaîtres, les superviseurs, ceux qu'on a ciblés en priorité, là, comme étant notre cible prioritaire pour augmenter leurs compétences numériques. Bien, c'est eux qui nous disent « Oui, c'est bien beau, là, mais j'ai pas le temps. Quand est-ce que je vais faire ça? » C'est encore quelque chose qui nous apparaît comme étant une surtâche, quelque chose de plus à faire pour lequel il n'y a pas de temps dédié à cet aspect-là. Et donc, pour l'Institut national des mines, qui est toujours à la recherche d'innovation sur les manières de rendre accessible la formation en temps opportun, de la manière la plus efficace possible aux travailleurs qui en ont besoin, bien, c'est une constatation qui est très intéressante. Alors, en conclusion, bien, pour assurer l'employabilité à long terme dans le secteur des mines, c'est clair qu'il faut désormais favoriser la formation tout au long de la vie. Une idée maîtresse que l'Institut porte depuis plus d'une année maintenant. Parce que c'est pas vrai qu'un diplôme d'entrée sur le marché du travail là, va être suffisant pour faire une carrière de 30 ans ou de 37 ans, comme certains d'entre nous l'ont fait. Et ça va prendre de la formation continue. Et les entreprises vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Ils vont devoir inclure dans leur plan de match le lien entre... Ils vont devoir faire le lien entre la formation de leur personnel et le déploiement de nouveaux équipements. Là.
Et il va devoir le faire pour des raisons de productivité, afin d'être en mesure de disposer de ces compétences-là le plus tôt possible. Alors, ça ne sert à rien d'acheter une nouvelle technologie si vos gens ne sont pas prêts à l'utiliser. Alors, ça doit faire partie du plan d'affaires. Et donc, pour certaines compagnies, c'est un changement de culture. Les tâches vont se modifier considérablement. On a peine encore à imaginer ça, mais un travailleur minier qui va travailler sous terre avec un robot, son compagnon de travail va être un robot, et lui, sa tâche, ça va être d'apporter une plus-value à ce que le robot est capable de faire. Alors, c'est quelque chose là, qui est fantastique, mais pour lequel il faut modifier un peu notre façon de faire, et même, dans le cas des entreprises, modifier certaines cultures d'entreprise. Quelles sont les prochaines étapes pour l'Institut national des mines? Bien, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu c'est un passage à autre chose, mais pour l'Institut national des mines, ça continue. Alors, au printemps 2019, l'Institut et ses partenaires, là, surtout l'AMQ, CSMO, CFRIO, et il y a d'autres partenaires qui s'ajoutent à ça à mesure que ça se complexifie, là. On va continuer à accompagner les changements organisationnels pour gérer les talents, notamment en vous proposant un cadre de référence. On a déjà identifié 30 compétences prioritaires qui ont été sélectionnées par les gens de l'industrie, en collaboration avec notre personnel à nous, pour soutenir la transition vers le 4.0. On a identifié 30 compétences et 10 métiers sur lesquels on va travailler, on va définir ça plus en détail pour arriver à fournir des outils à l'entreprise minière pour mieux se doter des compétences nécessaires. Et on va aussi travailler à l'Institut sur des nouveaux modes d'enseignement inspirés de la philosophie du marketing, HATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, fournir l'information en tout temps, en tout lieu et sur peu importe le module ou le véhicule qui est disponible à ce moment-là et qui est le plus opportun à la formation qui est nécessaire. Nos nouveaux modes d'enseignement, on les développe notamment en Abitibi-Témiscamingue avec le soutien de l'Université du Québec, du département de multimédia. Vous savez qu'au département de multimédia, et à Rouyn-Noranda, mais il y en a aussi ailleurs au Québec, mais à Rouyn-Noranda, il y a une quarantaine d'étudiants à la maîtrise qui font des projets de recherche à chaque année, en utilisant le multimédia, donc les nouvelles technologies numériques, pour fabriquer quelque chose. Fabriquer, c'est souvent en lien avec la culture, quelque chose de visuel, quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. On a établi un partenariat avec eux pour convaincre un certain nombre d'étudiants de consacrer leur projet de fin d'études à réaliser un document qui va être un outil de formation pour la formation professionnelle minière, mais qui va utiliser les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des trucs de ce genre-là. Et on est en train de déployer ça, de tester ça, de vérifier dans quelle mesure c'est efficace, comment les enseignants vont l'intégrer à leur enseignement régulier. Alors, on va continuer à déployer nos efforts dans ce sens-là pour modifier le mode d'enseignement. C'est encore, le mode d'enseignement privilégié aujourd'hui, c'est encore l'enseignement traditionnel, un peu comme je vous fais là, le prof qui est en avant, puis qui parle, puis qui fait son show, puis il aime donc ça faire son show, puis il a donc du plaisir à donner son spectacle. Puis c'est tellement facile pour les étudiants de rester là, puis de le regarder, puis ils sont passifs, puis ils regardent ça, puis s'il est bon, c'est le fun, puis s'il n'est pas bon, bien, on a hâte que ça finisse, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a des meilleures façons d'enseigner que ça. Il y a des modes d'enseignement plus efficaces que ça, et c'est ceux-là qu'on va faire la promotion au cours des prochaines années. L'Institut national des mines va jouer un rôle, en particulier pour le secteur minier dans ce domaine-là. Finalement, bien, c'est sûr que pour moi, c'est un peu ma dernière présentation comme à l'Institut national des mines, mais l'Institut national des mines, je suis certain que c'est appelé à un brillant avenir, et je vais vous laisser sur une petite analogie. Pour moi, l'avenir, dans le fond, c'est un peu comme une mine. L'avenir, c'est comme une mine. Ça se construit à partir d'un rêve, en s'appuyant sur des ressources prouvées et sur des compétences de pointe. Alors, ensemble, sous la gouverne du nouveau PDG de l'Institut national des mines, Jean-François Pressé, qui va rentrer en fonction entre Noël et le jour de l'an, le 27 décembre, l'Institut national des mines va contribuer à bâtir avec vous tous un avenir minier durable et responsable qui va s'appuyer sur une formation minière de qualité inégalée. Et là-dessus, je pense que vous êtes rendu au dessert.
Alors, ça va me faire plaisir de répondre à quelques questions si vous en avez. Puis sinon, je vais partager mon dessert avec vous autres, puis en pensant à Noël. Merci beaucoup de votre attention. Merci. M. Ferron, vous n'avez pas préparé une question pour moi? Ah oui. Moi, j'ai présenté M. Marquis à quelques reprises dans ma courte carrière à la Chambre de commerce jusqu'à présent. C'est toujours des conférences super intéressantes. Mais j'ai surtout remarqué M. Marquis par ses questions pointues au monde de l'industrie minière. Il se levait à chaque fois qu'il y avait une conférence qui terminait, il y avait une question. J'ai sûrement un gars de mine à quelque part, là, qui a une question précise, un peu embêtante. Il n'y en a pas un qui veut se venger, hein, quelque part. On a une question. En fait, on parle beaucoup de la formation universitaire. D'un côté, on parle des ingénieurs, qu'est-ce qui se fait au niveau multimédia, tout ça. On parle aussi de la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau collégial? Moi-même, en ayant participé un petit peu à de la formation collégiale il n'y a pas longtemps, je trouvais qu'il y avait beaucoup de lacunes. J'ai l'impression que c'est peut-être la formation qui va gagner aussi, comme a fait le pont un peu entre les gens qui travaillent sous terre et les gens de la surface. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à cette formation-là? Oui, vous avez raison de souligner ça. Vous savez, on avait fait une mission en Australie en 2017 où on est allé visiter avec un certain nombre de membres du conseil. Certains sont avec nous. D'ailleurs, le directeur du cégep était avec nous. Et ce qu'on a vu dans des mines automatisées davantage que ce qu'on a ici, c'est qu'il y avait effectivement un grand nombre de postes qui étaient occupés par des gens qui avaient des qualifications techniques. Et on valorisait ça beaucoup. Donc, on s'en va vers certainement une proportion de postes techniques plus nombreux que ce qu'on a actuellement. Le défi qu'on a au Québec, c'est d'amener nos gens dans une perspective de formation continue, les gens qui ont des diplômes de formation professionnelle, les amener à acquérir des compétences de niveau technique. Il faut leur faciliter la tâche, et ça, c'est difficile actuellement dans le contexte québécois, parce que les prérequis pour la formation professionnelle minière sont de secondaire 3. C'est souvent des formations d'une année et demie, donc ça ne les amène pas à un niveau où ils pourraient facilement faire le pont avec des formations au cégep. Et c'est un défi qui nous reste. Et le cégep les cégeps sont conscients de ça. Ils offrent des attestations d'études collégiales qui sont une réponse à ce besoin-là d'augmenter le niveau de compétences des travailleurs pour les amener à un niveau technique, d'avoir un plus grand nombre qui possèdent des compétences de niveau technique. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut que tous les travailleurs détiennent des DEC, mais qui détiennent, au fur et à mesure où ils sont capables de les obtenir, des compétences de niveau technique qui leur sont reconnues et qui leur permettent de cheminer d'une compagnie à l'autre, tout en ayant avec eux un carnet de compétences reconnues qui témoignent de leurs efforts à poursuivre leur formation continue tout au long de leur vie. Oui, vous avez raison, c'est une excellente question. J'ai remarqué, M. Marquis, dans votre conférence, vous parliez de l'implication de l'industrie, des entreprises. J'aimerais, avec vos 37 années d'expérience, comment on peut, en fait, je vais faire une petite intro. En premier, je pense qu'on est une capitale au niveau mondial de l'expertise minière. Vous l'avez souvent bien démontré à travers vos différentes conférences. Mais comment on peut, avec le monde de l'éducation et le monde minier, les entreprises, essayer d'être encore plus performant? Comment on peut mieux marier les deux mondes, qui un monde de production, un monde de l'éducation, c'est deux choses bien différentes. Mais comment on peut faire pour s'assurer dans l'avenir, d'être encore meilleur dans la formation de nos jeunes travailleurs? En s'impliquant dans les travaux de l'Institut national des mines. Là, vous avez donné 20 piastres, c'est ça qu'on avait répondu. C'est la mission de l'Institut national des mines, hein, de faire le pont entre le monde de l'éducation qui va à une vitesse qui lui correspond, puis le monde des mines qui va à une autre vitesse, un peu plus rapide, et qui a des objectifs, les cultures, l'entreprise, tout ça est différent. Donc, l'Institut a été mis sur pied pour ça, agir comme un agent de réseautage pour arriver à arrimer ces deux mondes-là. Et c'est très important de le réussir, parce que, je fais encore référence à notre voyage en Australie, on s'est aperçu que les Australiens
Dans le cas des Australiens, les établissements d'enseignement public n'ont pas réussi à s'adapter assez rapidement aux besoins changeants de l'industrie. Et ça a fait en sorte qu'en Australie, maintenant, au moment où on se parle, 80% de la formation minière est offerte par des établissements d'enseignement privés. Pourtant, les gouvernements d'Australie continuent à financer les établissements d'enseignement public au même rythme qu'ils l'ont toujours fait. Alors, ça serait catastrophique que ça nous arrive. On ne veut pas que ça nous arrive. Mais nous, on est allé voir, on le sait que c'est ça qui nous pend au bout du nez. Si on n'arrive pas à modifier dans le réseau public nos manières de faire pour répondre plus rapidement aux besoins changeants de l'industrie minière. Sinon, il va nous arriver la même chose. Donc dans le réseau public, c'est très important de modifier les manières de faire pour être capable de s'arrimer à une vitesse qui est plus rapide que celle à laquelle on est habitué. Merci pour la question. C'est une excellente question.